Je m'appelle Clémence. J'ai 28 ans. Et lors du pire mardi de ma carrière, j'ai quitté une salle de réunion sans emploi. 40 minutes plus tard, mon propriétaire m'a appelé pour me dire « Je veux que vous soyez parti d'ici. » Vendredi. J'ai d'abord cru qu'il réagissait aux rumeurs concernant mon licenciement, jusqu'à ce que sa voix devienne glaciale. Vos parents m'ont offert 1000 € pour résilier votre bail immédiatement. J'ai appelé ma mère. En premier. Elle a ri. Il faut tomber avant de pouvoir changer. Mon père a pris le téléphone et a ajouté « Dormir dehors te servira de leçon. » Ils n'ont pas demandé si j'avais des économies. Ils n'ont pas demandé si j'avais un endroit où aller. Ils avaient déjà décidé que l'humiliation serait ma leçon et mon appartement, la salle de classe. J'ai raccroché avant qu'ils ne puissent entendre le changement dans ma respiration. Puis, mon propriétaire m'a envoyé une capture d'écran de la confirmation de paiement. C'était leur erreur. L'argent ne provenait pas d'un compte personnel. Il venait d'un compte qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser pour une punition familiale privée. J'ai fixé le nom de l'entreprise sur le virement, ouvert mes contacts et appelé la seule personne que mes parents s'efforçaient depuis des années d'écarter de toute décision importante. J'ai expliqué ce qui s'était passé en moins de 30 secondes. La réponse fut calme. Transfère-moi tout. Ne les préviens pas. 1 minute. Plus tard, ma mère m'appelait 6 fois. 3 minutes plus tard, mon père a fini par m'avoir au téléphone et a crié « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai regardé l'avis d'expulsion sur mon écran et j'ai dit « La même chose que ce que vous m'avez appris à faire. » Je me suis protégé. Ils n'avaient aucune idée du prix que ce simple appel allait leur coûter. Avant de vous dire qui a répondu et pourquoi mes parents ont paniqué si vite, dites-moi quelle heure il est chez vous, d'où vous regardez cette vidéo et quel temps il fait. Cela correspond à votre humeur aujourd'hui. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Mon propriétaire s'appelait Monsieur Lefebvre. Je louais chez lui depuis 4 ans, je payais mes loyers à temps et il me restait encore 7 mois de bail. Quand j'ai exigé une justification écrite pour mon expulsion forcée, il a refusé. Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que ce silence le rende nerveux. Finalement, il a admis que mes parents avaient appelé avant même que j'aie eu le temps de ranger mon bureau. Il disait que perdre mon travail n'était pas une punition suffisante. Il voulait que je sois effrayée, désespérée et prête à revenir à la maison en acceptant leurs règles. Ils lui ont offert 1000 € et promis de gérer tout problème si je résistais. Monsieur Lefebvre a insisté sur le fait qu'il n'avait pas encore encaissé l'argent. C'était un virement électronique, a-t-il dit, et il pouvait le renvoyer. Je lui ai demandé une preuve. Il a refusé. Jusqu'à ce que je lui rappelle qu'il venait de menacer d'expulser une locataire. Avec un bail valide parce que 2 tiers lui avaient payé une somme. Une capture d'écran est arrivée 30 secondes plus tard. La description du virement indiquait honoraire de conseil. L'émetteur était le groupe immobilier famille. Aïe. Mes parents, Marc et Sophie, géraient cette entreprise. Elle possédait des logements locatifs dans tout le département et se présentait comme une entreprise familiale éthique et centrée sur les valeurs. Mon père donnait des conférences sur la responsabilité individuelle. Ma mère publiait des newsletters sur la stabilité des communautés. Pourtant, ils avaient utilisé l'argent de l'entreprise pour acheter le contrôle de mon logement privé, puis déguiser le paiement en honoraires de conseil. Ce qu'ils semblaient oublier, c'est que l'entreprise ne leur appartenait pas entièrement. Elle avait été fondée par ma grand-mère, Evelyne, et après son décès, la propriété était passée dans un trust familial. Mes parents géraient les opérations quotidiennes, mais ma tante Isabelle détenait la majorité des droits de vote et agissait en tant qu'administratrice. Elle vivait loin et assistait rarement aux réunions de famille.
Mes parents la traitaient de froide, méfiante et obsédée par la paperasse. Leur avertissement favori était « Ne mêle jamais Isabelle aux affaires de la famille ». Des années plus tôt, j'avais travaillé un été au bureau de la société. J'avais vu Isabelle interroger des reçus manquants alors que mon père plaisantait en disant qu'elle s'inquiétait trop. Après une réunion tendue, elle m'avait donné son numéro direct. « Tu remarques ce que les gens essaient de ne pas voir », avait-elle dit. « Appelle-moi si les chiffres cessent de correspondre à l'histoire. » Avant d'utiliser ce numéro, j'ai appelé ma sœur aînée, Camille. Je voulais croire qu'elle ne savait rien. Elle a répondu d'un ton joyeux, « J'ai entendu dire que tu obtiens enfin le redémarrage dont tu as besoin. » Ces mots semblaient appris par cœur. Quand j'ai posé des questions sur le paiement, elle s'est tue, puis a dit « C'est l'argent de la société. Ce n'est pas comme s'ils avaient vidé ton compte. » Cette phrase m'a prouvé qu'elle savait tout. 2 ans plus tôt, j'avais aidé à payer les frais de certification de Camille alors qu'elle était entre 2 emplois. Quand je le lui ai rappelé, elle a ri. C'était différent. J'avais un plan. J'ai demandé si elle avait suggéré de contacter Monsieur Lefebvre. Elle m'a accusé d'être dramatique et a dit qu'un peu de peur me rendrait peut-être plus ambitieuse. J'ai mis fin à l'appel. Et je suis resté assise sur le bord de mon lit à fixer la capture d'écran. Ce n'était pas la première fois que mes parents qualifiaient la cruauté d'amour sévère. À 13 ans, après un mauvais contrôle, mon père avait enlevé la porte de ma chambre parce que, soi-disant, l'intimité était un privilège. Quand j'ai changé d'orientation à la faculté, ma mère a appelé nos proches pour me décrire comme instable. Quand Camille avait besoin d'aide, c'était du soutien familial. Quand j'en avais besoin, c'était de la faiblesse. Mais cette fois, ils avaient laissé des traces. L'étiquette de paiement falsifié comptait. Le compte de l'entreprise comptait. Le bail valide comptait. Ils s'attendaient à ce que je panique, supplie et revienne vers eux. Au lieu de cela, j'ai appelé Thomas, mon ami le plus proche. Sa première réaction ne fut pas parfaite. Peut-être qu'il pense t'aider, a-t-il dit, avant de s'arrêter. Non, payer ton propriétaire dépasse toutes les limites. Il m'a dit de sauvegarder la capture d'écran à plusieurs endroits, de télécharger mon bail et d'écrire chaque détail pendant que c'était encore frais. Puis il a demandé, qui peut geler cela avant qu'il ne réécrive l'histoire? J'ai regardé le numéro d'Isabelle. Pendant des années, mes parents avaient contrôlé chaque conflit en le gardant au sein de la famille où ils pouvaient décider de ce qui était vrai. J'ai appuyé sur appel et attendu. Isabelle a répondu à la 2e sonnerie. Clémence, a-t-elle dit. C'est inattendu. Je lui ai dit que j'avais perdu mon emploi, mais je ne me suis pas arrêté pour chercher de la sympathie. J'ai décrit la demande de M. Lefebvre, l'offre de mes parents et le virement du groupe immobilier. J'ai transféré la capture d'écran en parlant. Elle est restée silencieuse assez longtemps pour que je puisse entendre mon propre pouls. As-tu le bail et c'est message, a-t-elle demandé. Oui. Le conseil d'administration a-t-il approuvé un contrat de conseil avec ce propriétaire? Non, il n'est pas consultant. Transfère tout. Ne préviens pas tes parents. Ne menace pas le propriétaire. Je suspends l'accès au compte discrétionnaire et j'envoie un avis de conservation. J'ai demandé comment elle pouvait agir si vite. Je suis l'administratrice et la membre majoritaire, a-t-elle répondu. Je peux arrêter un paiement non autorisé avant que quelqu'un n'invente une raison pour le justifier. Mon téléphone a commencé à vibrer. Ma mère a appelé 1 fois. 2 fois, puis 6 fois. Isabelle a expliqué que l'accès au compte avait été gelé et que le conseiller juridique de l'entreprise avait ordonné à toutes les personnes impliquées de conserver les dossiers.
3 minutes plus tard, mon père a appelé. Un message est apparu, réponds-moi maintenant. Isabelle m'a dit que je pouvais répondre si je mettais l'appel sur haut-parleur et annonçais qu'elle était présente. J'ai accepté. Qu'est-ce que tu as fait? A crié mon père. J'ai signalé un paiement non autorisé de l'entreprise à l'administratrice. Tu as appelé Isabelle? Sa colère s'est transformée en alarme. La voix de ma mère s'est élevée derrière lui. Clémence, c'est une affaire de famille. Tu n'avais pas le droit d'impliquer l'entreprise. L'entreprise a payé mon propriétaire, ai-je dit. Vous l'avez impliqué les premiers. Mon père m'a accusé de les traiter de voleurs pour 1000 €. Isabelle a interrompu calmement, personne ne vous a accusé de vol. J'examine. Une dépense libellée comme honoraire de conseil. Fournissez le contrat, la facture, le motif professionnel et l'approbation avant 17 h. Il a prétendu qu'il m'aidait à apprendre la responsabilité. Alors vous utilisez le mauvais compte, la mauvaise description et la mauvaise méthode, a répliqué Isabelle. Ne contactez plus le propriétaire. Ne faites aucune pression sur Clémence pour qu'elle abandonne son bail. Ma mère a dit que j'étais devenue dépendante et que j'avais besoin d'une intervention. Pour la première fois, quelqu'un a séparé cette accusation du véritable problème. Sa situation professionnelle n'a rien à voir avec le fait que des fonds de la société ont été détournés, a répondu Isabelle. Mon père a menacé de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration. Isabelle a accueilli la requête avec plaisir dès qu'il aura produit les documents. Puis elle a mis fin à l'appel. L'appartement semblait le même, mais l'équilibre du pouvoir avait changé. Mes parents avaient toujours défini chaque désaccord. Si je protestais, j'étais émotionnelle. Si je posais des questions, j'étais irrespectueuse. Si j'impliquais quelqu'un d'autre, je trahissais la famille. Leur véritable avantage n'avait jamais été la sagesse. C'était l'isolement. Thomas est arrivé. Avec des courses, des chargeurs et un bloc-notes juridique. Au lieu de me dire quoi faire, il a demandé de quoi j'avais besoin. Nous avons créé une chronologie. J'avais été licencié à 9 h 12. J'avais appelé mes parents à 9 h 47. M. Lefebvre m'avait contacté à 10 h 18. Cela signifiait que mes parents l'avaient joint presque immédiatement. Ils n'avaient pas passé des heures à s'inquiéter. Ils étaient passés directement de l'annonce de la mauvaise nouvelle à l'exécution de la punition. Cet après-midi-là, une avocate spécialisée en droit immobilier, Rachel, m'a appelé. Elle m'a expliqué qu'un propriétaire ne pouvait généralement pas rompre un bail à durée déterminée sans motifs légaux ou contractuels. Accepter de l'argent de tiers pour évincer un locataire en règle pouvait entraîner une responsabilité sérieuse. Elle m'a conseillé de ne communiquer que par écrit et a demandé à M. Lefebvre de confirmer s'il avait l'intention d'honorer mon bail. En moins d'une heure, M. Lefebvre a envoyé un mail disant que sa demande précédente avait été prématurée et qu'aucune procédure d'expulsion ne serait engagée. Ce n'étaient pas des excuses. C'était de la peur habillée en langage professionnel. Rachel m'a prévenu que stopper l'expulsion n'était que la première bataille. Mes parents pourraient qualifier le virement de malentendu. Monsieur Lefebvre pourrait minimiser son rôle. Camille pourrait n'y être au courant. Les preuves comptaient plus que la colère. Puis, Isabelle a demandé un audit indépendant. Elle avait déjà découvert que les honoraires de conseil n'avaient aucun contrat, aucune facture et aucune approbation du conseil. En fouillant dans les archives, elle a vu des voyages personnels décrits comme des visites de chantier, des dîners de famille, étiquetés comme démarchage de locataires, et des dépenses liées à Camille, cachées dans des comptes marketing. Je me souvenais avoir vu des entrées similaires pendant mon été au bureau. Mon père m'avait dit que la comptabilité
était trop compliquée pour que je puisse la comprendre. Ce soir-là, Isabelle a envoyé une seule phrase, les chiffres ne correspondent plus à l'histoire. Depuis longtemps. Mes parents avaient tenté d'acheter mon expulsion pour 1 000 €. Avant le coucher du soleil, ce paiement avait déclenché un examen de plusieurs années de dépenses de l'entreprise. Le lendemain matin, mes parents ont commencé à réécrire l'histoire. Ma mère a envoyé un mail à Isabelle disant que l'argent était une aide temporaire à la relocalisation destinée à me protéger de futurs loyers. Mon père a produit un accord de conseil d'une page, décrivant M. Lefebvre comme un conseiller sur la résilience des locataires. La ligne de signature était vide et les métadonnées du fichier montraient qu'il avait été créé après qu'Isabelle ait demandé des preuves. Ils avaient fabriqué une explication après avoir été pris. Mon père a appelé depuis un autre numéro. Tu détruis l'entreprise que ta grand-mère a bâtie. J'ai dit non. Vous l'avez utilisé pour me punir. Il a averti qu'Isabelle m'utilisait pour prendre le contrôle. Pendant un moment, le doute a refait surface. Mes parents avaient passé des années à nous dire que chaque parent avait des motifs cachés. Puis j'ai regardé la fausse étiquette, le nouveau document et le message d'expulsion. Les faits ne devenaient pas moins vrais parce que les exposés pouvaient déplacer le pouvoir. Il a fini par dire « Tu ne tiendras pas un mois sans nous ». Cette phrase est restée avec moi parce qu'une partie pourrait devenir vraie. J'avais des économies limitées, 2 semaines d'indemnité de départ et pas d'emploi. Gagner le litige sur le bail ne reconstruirait pas ma vie. Je ne pouvais pas faire de la vengeance mon seul plan ni laisser mes parents rester le centre de chaque décision. Thomas et moi avons divisé la crise en 4 domaines, logement, protection juridique, emploi et argent. Rachel a obtenu la confirmation écrite que mon bail restait actif. J'ai réduit mes dépenses et calculé combien de temps je pourrais payer mon loyer. Puis j'ai contacté d'anciens collègues et clients. Demander de l'aide semblait humiliant. Parce que mes parents m'avaient entraîné à traiter le besoin comme un échec. Thomas a remis cela en question, tu ne demandes à personne de te porter, tu leur fais savoir que tu es disponible. Mon premier entretien s'est mal passé. Quand le recruteur a demandé comment je gérais les conflits, je me suis souvenu de mon père qui criait et j'ai perdu le fil de ma pensée. L'entretien s'est terminé prématurément. Je suis sorti convaincu que mes parents avaient raison. Sur mon compte. Thomas n'a pas offert de faux éloges. Ça a fait mal. Il a dit « Apprends ce que tu peux et laisse le reste appartenir à aujourd'hui ». Pendant que je cherchais du travail, l'audit a révélé un schéma plus large. Pendant plusieurs années, mes parents avaient utilisé les fonds de la société pour des voyages personnels, des rénovations domestiques, des adhésions professionnelles, de Camille et des événements familiaux. Certaines dépenses auraient pu avoir des éléments commerciaux, mais les approbations manquaient et les descriptions étaient vagues. L'argent avait également été transféré des réserves de maintenance vers des comptes discrétionnaires sans autorisation appropriée. Camille a appelé après que sa carte bancaire professionnelle a cessé de fonctionner. Je ne savais pas qu'elle en possédait une. Elle m'a accusé de ruiner le renouvellement de sa certification. J'ai demandé si elle était salariée. Elle a prétendu qu'elle aidait au marketing, mais l'auditeur n'a trouvé aucun contrat, aucune fiche de paie ni projet documenté. Puis elle a révélé le plan. Ils n'ont pas admis. Ils allaient te laisser rester à la maison de vacances une fois que tu te serais excusé. La maison de vacances appartenait à l'entreprise. Mes parents avaient l'intention de m'expulser de mon appartement légal, de me faire croire que je n'avais nulle part où aller, puis d'offrir un logement contrôlé si je me soumettais à leurs règles. Ils voulaient créer l'urgence et se présenter comme les sauveurs. Merci, ai-je dit. Pour quoi? Pour avoir expliqué le plan. J'ai documenté ces paroles. Rachel a
Également exiger les messages de Monsieur Lefebvre avec ma famille. Face à sa propre exposition, il les a remis. Ma mère avait écrit, elle va paniquer, mais ne recule pas. Mon père a écrit, une fois qu'elle n'aura plus rien, elle rentrera à la maison et écoutera. Camille a réagi avec un pouce levé et a demandé si la maison de vacances devait rester indisponible jusqu'à ce que je m'excuse. Pendant des années, je m'étais demandé si leur version de l'amour était simplement difficile à comprendre pour moi. Les messages ont clarifié la réponse. Ils pouvaient ressentir de l'amour, mais ils utilisaient la peur et l'accès pour le rendre conditionnel. Un sentiment n'excusait pas une méthode. Isabelle a demandé si je voulais que tous les messages soient envoyés au conseil. Mon premier instinct fut de tout exposer. Rachel a demandé ce que je voulais le plus, protection, responsabilité ou humiliation. J'ai admis que je voulais les trois. L'humiliation est la moins contrôlable, a-t-elle dit. La protection et la responsabilité peuvent être documentées. Je n'ai soumis que les preuves pertinentes concernant le paiement de l'entreprise et mon bail. Je ne l'ai pas publié en ligne ni envoyé à la famille. Cette retenue allait compter plus tard. La réunion d'urgence du conseil était prévue vendredi. La veille, ma mère a laissé un message vocal doux disant que les familles faisaient des erreurs. Dans la phrase finale, elle m'a demandé de dire à Isabelle que le paiement avait été mon idée. J'ai sauvegardé l'enregistrement à 3 endroits. J'ai rejoint la réunion du conseil par vidéo depuis l'appartement de Thomas. À l'écran se trouvait Isabelle, 2 directeurs indépendants, le conseiller juridique de l'entreprise, l'auditeur, mes parents et Camille. Mon père portait l'expression qu'il utilisait quand il voulait que la confiance remplace la preuve. Ma mère tenait un dossier intitulé « Résolution familiale ». Isabelle a énoncé l'objectif clairement, dépenses non autorisées, description de dépenses. Fausse et interférence avec le bail d'un locataire. Elle s'est référée à moi non. Pas comme leur fille, mais comme la locataire affectée. Cette distinction a dissipé le brouillard émotionnel. Mon père a décrit les 1 000 € comme une aide compatissante. Il a prétendu que Monsieur Lefebvre avait mal compris. Ma mère a présenté une proposition d'accord de soutien familial exigeant que je déménage dans la maison de vacances, que je suive un coaching financier avec mon père, que je soumette mes candidatures pour approbation et que je rembourse les frais de logement plus tard. Elle l'a offert comme preuve qu'ils avaient l'intention d'aider. Un directeur a demandé quand l'accord avait été créé. Ma mère a dit. Après mon licenciement, les métadonnées montraient qu'il avait 3 semaines. C'était le rebondissement que même moi je n'avais pas prévu. Mes parents avaient préparé des conditions pour contrôler mon logement avant même que je perde mon emploi. Ils savaient que mon entreprise envisageait une restructuration parce que Camille avait entendu des rumeurs confidentielles via quelqu'un au recrutement. Un message récupéré d'elle disait « Le département de Clémence pourrait être supprimé. Cela pourrait être notre chance de forcer un redémarrage. » Ma mère a répondu « Commence à réfléchir à la pression sur le logement. Ton père s'occupera du propriétaire. » Le conseil est resté silencieux. Mes parents n'avaient pas réagi mal à une nouvelle soudaine. Ils avaient attendu un moment de vulnérabilité. Mon père s'est tourné vers Camille et a lancé « Pourquoi as-tu gardé ce message ?» En une phrase, il a abandonné la fille qui l'avait aidé. Camille l'a regardé comme si elle venait d'apprendre que le favoritisme n'était pas de la loyauté. C'était de l'utilité. Isabelle a demandé ma déclaration. J'ai dit que je ne demandais pas à l'entreprise de résoudre mon chômage ou de punir qui que ce soit pour avoir été méchant. Je demandais qu'elle traite l'utilisation d'un compte de l'entreprise pour créer une crise de logement privé, l'utilisation d'une fausse étiquette pour cacher le paiement, et un plan qui traitait les actifs de l'entreprise comme des outils de contrôle familial.
Puis j'ai joué le message vocal de ma mère me demandant de prétendre que le paiement était mon idée. Mon père s'est adossé. Ma mère a fermé les yeux. L'auditeur a présenté des conclusions préliminaires, remboursement non justifié, dépenses personnelles et argent retiré des réserves de maintenance sans approbation requise. Un virement avait retardé les réparations du toit après que des locataires ont signalé des fuites. Leur sentiment d'avoir tous les droits avait affecté plus de gens que moi. Pendant une courte pause, mon père a envoyé par SMS, « Arrête ça maintenant et nous pourrons toujours être une famille ». J'ai répondu, la famille n'était pas censée exiger mon silence. Quand la réunion a repris, le conseil a suspendu l'autorité de gestion et financière de mes parents en attendant la fin de l'audit. L'accès de Camille a pris fin immédiatement. Un gestionnaire extérieur a été nommé pour protéger les locataires, les comptes et les dossiers. Le conseil a également autorisé des efforts pour récupérer les dépenses personnelles non justifiées. Mon père a crié qu'Isabelle avait organisé un coup d'État. Ma mère a commencé à pleurer, mais sa première question fut « Qu'est-ce qu'on est censé dire aux gens ?» Même là, la réputation comptait plus que la réparation. La réunion s'est terminée sans un chiffre final de remboursement, mais leur contrôle immédiat était parti. Ils ne pouvaient plus déplacer d'argent, faire pression sur les employés ou utiliser les propriétés de l'entreprise comme récompense pour l'obéissance. 2 heures plus tard, M. Lefebvre a demandé à régler l'affaire. Sa première proposition offrait une confirmation écrite de mon bail et le remboursement de certains frais juridiques. Rachel l'a rejeté. Elle exigeait une déclaration formelle que je n'avais jamais été en défaut, le paiement de mes dépenses documentées, un crédit de loyer, une option de renouvellement avec un plafonnement de l'augmentation, et une formation sur le droit des locataires par un prestataire indépendant. Il a accepté après plusieurs jours. L'homme qui avait essayé de convertir mon logement en transaction devait maintenant signer des termes protégeant ma location. Ce même après-midi, l'entreprise de marketing de mon entretien raté m'a refusé. Pendant un moment, la vieille histoire est revenue. Au chômage, instable, incapable de survivre sans mes parents. Puis une ancienne cliente nommée Noire a envoyé un mail. Je l'avais contactée plus tôt dans la semaine. Elle avait besoin d'une stratège de contrat pour 3 mois et a demandé si je pouvais commencer lundi. Le salaire était légèrement inférieur à mon ancien poste et le travail était temporaire. Ce n'était pas un sauvetage magique. C'était un travail que j'avais gagné grâce à une relation professionnelle construite avant la crise. J'ai accepté. Thomas et moi avons célébré avec des plats à emporter sur le sol de mon appartement, entouré de cartons que je n'avais plus à emballer. Camille m'a envoyé un message, « Papa dit que c'est ta faute. Maman n'arrête pas de pleurer. Isabelle a tout gâché. Es-tu fier ?» J'ai tapé plusieurs réponses en colère, je les ai supprimées, et j'ai écrit « Je suis fier d'avoir cessé de coopérer avec quelque chose de mauvais. » Elle n'a pas répondu. Au cours du mois suivant, l'audit est devenu plus difficile à écarter pour mes parents. Les dossiers de l'entreprise montraient des voyages personnels, des rénovations, des événements privés et des dépenses pour Camille cachées derrière des étiquettes commerciales vagues. Les avocats du conseil ont commencé à calculer le remboursement. Les invitations industrielles ont été retirées parce que mes parents ne représentaient plus l'entreprise. L'image qu'ils avaient protégée si férocement a commencé à s'effondrer sous des dossiers qu'ils avaient créés eux-mêmes. Ma mère a appelé d'un numéro inconnu et a dit « Tu as pris ma réputation. Tu l'as construite sur une histoire qui n'était pas vraie. » J'ai répondu « Nous n'aurions jamais laissé les gens devenir sans abri. Vous aviez besoin que je croie que je le serais. » Elle n'a pas eu de réponse. Ce silence m'a donné la définition la plus claire de leur plan. Ils avaient voulu la peur.
pas l'échec. Ils avaient l'intention de garder le sauvetage jusqu'à ce que je me soumette. L'audit complet est arrivé 6 semaines plus tard. Il a identifié plus de 200 000 € de dépenses personnelles non justifiées ou incorrectement approuvées sur 8 ans. Chaque élément n'était pas recouvrable, et certains pouvaient être reclassés si des dossiers valides apparaissaient, mais le schéma était indéniable. Le conseil a définitivement retiré mes parents de la gestion, annulé les salaires et avantages liés à leur poste, et exigé un remboursement substantiel. Ils ont conservé une propriété minoritaire, mais ont perdu les comptes de dépenses, les véhicules et l'autorité qui avaient soutenu leur image publique. Un gestionnaire extérieur a restauré l'argent dans les réserves de maintenance et a ouvert un processus de plainte pour les locataires. Les problèmes que mon père avait écartés ont finalement été traités. L'entreprise a commencé à se comporter comme l'entreprise éthique que mes parents avaient annoncée. Rachel a proposé une résolution séparée pour mon cas. Mes parents rembourseraient les coûts non couverts par Monsieur Lefebvre, signeraient un accord de non-ingérence, cesseraient de contacter mes employeurs et propriétaires, et reconnaîtraient que je n'avais jamais demandé le paiement. En échange, je ne poursuivrai pas d'autres réclamations civiles à moins qu'ils ne violent l'accord. Mon père a refusé parce que signer le ferait paraître coupable. Puis, la demande de remboursement du conseil a exercé une pression sur leurs finances. Pour en couvrir une partie, ils ont vendu la maison de vacances. La même propriété qu'ils avaient l'intention de m'offrir seulement après que je me sois excusé. Le symbole de leur contrôle est devenu une partie de l'argent utilisé pour réparer les dommages. Ils ont signé 2 jours avant que Rachel ne prévoie de déposer la plainte. L'accord leur interdisait d'interférer avec mon logement ou mon travail, d'effectuer des transactions en mon nom, ou de prétendre publiquement que j'avais demandé l'expulsion. Il contenait également une reconnaissance écrite qu'ils avaient initié le paiement pour me faire pression à quitter mon appartement. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était la vérité. Qu'ils ne pouvaient plus réécrire. Camille a fait face à des conséquences. Aussi. Son cabinet de recrutement a examiné comment elle avait obtenu et partagé la rumeur de restructuration. Elle a été mise à pied et a plus tard démissionné. Elle m'a appelée furieuse, « Tu as détruit ma carrière », a-t-elle dit. Tu as passé des informations confidentielles pour qu'il puisse planifier comment m'acculer. Je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment. Tu as réagi au plan avec un pouce levé. Elle est devenue silencieuse, puis a admis, ils ont toujours dit que tu pensais être meilleur que nous. Je voulais qu'ils voient que j'étais loyal. Pour la première fois, j'ai compris son rôle sans l'excuser. Mes parents la récompensaient quand elle servait leur narration et la blâmaient dès que ses messages devenaient des preuves. Le favoritisme l'avait fait se sentir en sécurité, mais seulement tant qu'elle restait utile. J'espère que tu apprendras qui tu es quand la loyauté n'est pas l'obéissance. Ai-je dit. Je ne peux pas faire ce travail pour toi. Je l'ai bloqué. Pendant 30 jours. Mon père a envoyé des lettres sur le sacrifice et la gratitude. Aucune n'incluait les mots « j'avais tort ». Il a dit à des proches que j'avais manipulé Isabelle pour prendre le contrôle de l'entreprise. 7. Rumeur a échoué quand Isabelle a publié une déclaration formelle que je ne recevrais aucune propriété, paiement ou emploi de l'audit. Je n'en avais demandé aucun. Mon père ne pouvait pas imaginer une action sans gain personnel, alors il en a inventé un. Le dernier message de ma mère avant que l'accord ne prenne effet disait « Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux ». J'ai répondu « Croire que quelque chose est le mieux ne supprime pas la responsabilité de ce que cela fait ». Puis j'ai arrêté de répondre. Mon travail en contrat était exigeant. Durant le premier mois, le stress m'a fait manquer un délai mineur. Je m'attendais à une humiliation, non, mon manager a demandé un plan de récupération. Je lui en ai donné un, corriger le problème et avancer.
Cette expérience m'a appris plus sur la responsabilité que les discours de mon père. Une vraie responsabilité exigeait la vérité, la réparation et un comportement changé, pas un désastre fabriqué. Au bout de 3 mois, Noir m'a offert un rôle permanent à la tête de la stratégie client. Le salaire correspondait à mon ancien poste et les conditions étaient meilleures. J'ai négocié avant d'accepter. Ce détail comptait. Je ne saisissais pas le premier sauvetage offert par peur. J'examinais, demandais et choisissais. La nuit où j'ai signé, je suis resté debout à côté de la porte de mon appartement. Des mois plus tôt, mes parents l'avaient traité comme un levier qu'ils pouvaient tirer. Maintenant, c'était simplement à moi de l'ouvrir ou de la fermer. Je ne me sentais toujours pas triomphante chaque jour. Certains matins, la famille que je croyais avoir me manquait. Certaines nuits, je rejouais les appels et je me demandais si j'aurais pu gérer les choses en privé. Puis je me souvenais que la vie privée était exactement ce qui les avait protégés. Ils avaient compté sur ma honte plus qu'ils n'avaient compté sur la coopération de Monsieur Lefebvre. Leur punition ne m'avait pas rendue plus forte. L'arrêter, oui. Partie 7. Le foyer que j'ai choisi. 6 mois après le licenciement, Isabelle m'a invité à l'assemblée annuelle de l'entreprise. J'ai décliné l'apparition formelle, mais je l'ai rencontrée pour un café après. Elle m'a dit que les réparations étaient en cours, que les contrôles financiers avaient été réécrits et que les locataires pouvaient signaler des problèmes sans passer par mes parents. L'entreprise avait récupéré assez d'argent pour restaurer ses réserves. Mes parents restaient propriétaires sur le papier, mais n'avaient aucune autorité opérationnelle. Leur plan de remboursement continuerait pendant des années. « Regrettes-tu de m'avoir appelé ?» a demandé Isabelle. J'ai considéré le coup. Ma relation avec mes parents était devenue une limite légale. Camille et moi avions à peine parlé. Des proches éloignés avaient choisi leur camp. Ils n'y avaient aucune version de la justice qui restaurait la famille que je pensais exister. Non, ai-je dit. Je regrette que t'appeler soit devenu nécessaire. Elle a hoché la tête. C'est généralement ce que la responsabilité ressent. J'ai demandé pourquoi elle m'avait donné son numéro des années plus tôt. Elle a dit, ma grand-mère a un jour averti que les entreprises familiales échouent. Quand les proches confondent l'accès avec la propriété et l'affection avec la permission. Isabelle suspectait des lignes floues depuis des années. Mais les explications arrivaient toujours avant la preuve. Le paiement à Monsieur Lefebvre était différent. Une fausse étiquette, un but privé, un témoin coopératif et une victime directe prête à parler. Tu ne les as pas ruinés, a-t-elle dit. Tu les as interrompus. Mes parents ne sont pas devenus sans abri et n'ont pas disparu. Leurs conséquences étaient sérieuses, pas théâtrales. Ils ont déménagé de leur grande maison dans une maison de ville plus petite. Mon père a pris un travail de conseil qui exigeait de vraies factures et une approbation extérieure. Ma mère a cessé de parler lors d'événements de l'industrie. Camille a plus tard trouvé du travail en dehors du recrutement après avoir terminé un cours d'éthique. Leurs vies ont continué, mais sans l'autorité et l'image qui les protégeait autrefois des questions. 3 mois après la signature de l'accord, ma mère a envoyé un mail demandant à se rencontrer. Elle a suivi les règles et ne m'a pas fait pression, alors j'ai accepté 30 minutes dans un café public. Au début, elle a parlé de l'embarras, de l'audit et de la maison. J'ai attendu. Finalement, elle a dit que j'avais eu tort d'appeler Monsieur Lefebvre. C'était la première acceptation directe de responsabilité que j'avais entendue. De sa part. Elle a admis que l'accord de soutien familial avait été préparé avant mon licenciement. Elle a admis qu'il prévoyait de me faire croire que je n'avais nulle part où aller puis d'offrir la maison de vacances seulement si j'acceptais leurs conditions. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que tu
prenait des décisions sans nous, a-t-elle dit. Ton père pensait que tu dérivais trop loin. Voilà. Ils n'avaient pas craint mon échec. Ils avaient craint mon indépendance. Je lui ai dit que je n'étais pas prête pour une relation normale et que je ne le serais peut-être jamais. Des excuses sans changement constant ne rouvriraient pas ma vie. Elle a pleuré, mais elle n'a pas argumenté. Quand notre temps a pris fin, elle a demandé la permission d'envoyer un mail à nouveau dans un mois. J'ai dit oui. Mon père a pris un chemin différent. Il m'a envoyé une copie de l'accord signé avec un mot « Tu as gagné ». Je l'ai renvoyé avec le mien, cela n'a jamais été un concours. Je voulais que tu arrêtes. Il ne m'a plus contacté. Certaines personnes s'attendaient à ce que je publie chaque message, reprenne l'entreprise ou célèbre chaque perte. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai gardé mon appartement, récupéré mes coûts, sécurisé mon travail, protégé mon nom et forcé les gens qui utilisaient l'argent comme une arme à rembourser ce qu'ils ont détourné. Leur autorité a pris fin. Leurs actions sont devenues des dossiers qu'ils ne pouvaient pas réécrire. C'était suffisant. Lors du premier anniversaire de mon licenciement, j'ai renouvelé mon bail. J'ai lu chaque clause, posé une question à Rachel, et signé. Puis j'ai accroché les clés sur le crochet en laiton à côté de ma porte. 1 an plus tôt, je pensais que perdre mon emploi signifiait perdre la preuve que j'étais capable. Mes parents ont essayé de transformer cette peur en obéissance. Leur plan m'a montré où ma puissance s'était en fait cachée, dans des documents, des limites, des témoins, et la volonté de demander de l'aide avant que la panique ne devienne capitulation. Thomas est resté mon ami, pas mon sauveur. Nous n'étions pas d'accord. Il me disait quand je devenais consommé par l'audit et je lui disais quand ses conseils semblaient trop simples. Il n'a pas remplacé ma famille. Il m'a aidé à reconnaître des relations où le soutien n'exigeait pas la soumission. Noirma. Plus tard promu pour former de jeunes stratèges. La leçon que je répétais le plus c'était simple, les erreurs sont de l'information, pas de l'identité. Les gens grandissent par des outils de vérité et de l'espace pour réparer. Pas quand quelqu'un fabrique une crise et l'appelle amour. Camille a finalement envoyé un mail, je les ai aidés à t'acculer parce qu'être utile pour eux me faisait me sentir en sécurité. Je suis désolé. J'ai attendu 2 semaines avant de répondre. Je l'ai remercié d'être honnête et j'ai accepté des mais occasionnels. Rien de plus. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une fenêtre déverrouillée dans une maison dont les portes restaient fermées. Ma mère a continué à écrire mensuellement. J'ai ignoré les messages défensifs et reconnu ce responsable. Lentement, elle a appris que l'accès n'était pas garanti par le titre. Il était construit par la constance. Mon père a choisi le silence, et j'ai arrêté d'interpréter ce silence comme une punition. De quelqu'un qui avait utilisé les mots pour me contrôler, cela ressemblait à de la paix. Les 1 000 € n'avaient jamais vraiment concerné le loyer. C'était le prix que mes parents ont payé pour acheter la peur. Ils croyaient que la peur me ramènerait à la maison. Au lieu de cela, elle a déclenché un audit, exposé des années de faute professionnelle, mis fin à leur contrôle de l'entreprise, forcé le remboursement, leur a coûté la maison de vacances, endommagé la réputation qu'ils valorisaient, et placé des limites permanentes autour de leur accès à ma vie. Ils ont dit que je devais tomber avant de pouvoir changer. Ils avaient raison sur une chose. J'ai changé. J'ai cessé de confondre la cruauté avec la discipline. J'ai cessé de traiter le secret comme de la loyauté. J'ai cessé d'attendre que les gens qui m'ont blessé conviennent que j'avais été blessé. Plus important encore, j'ai appris que se protéger n'est pas de la vengeance. Simplement parce que ceux qui perdent le pouvoir appellent cela trahison.
Le matin où j'ai perdu mon emploi, j'ai pensé que ma vie avait été réduite à un terrible appel. À midi, j'en ai passé un autre. Cet appel ne m'a pas sauvé par magie. Il a donné à la vérité un endroit où aller. Tout ce qui a suivi. Organiser l'épreuve, faire face aux conseils, reconstruire mes revenus, et appliquer les limites, était un travail que je devais toujours faire. Donc quand mon père a hurlé, « Qu'est-ce que tu as fait ?» La vraie réponse n'était pas seulement que j'avais appelé Isabelle, j'avais cessé de demander la permission de défendre ma propre vie. Et une fois que j'ai fait cela, leur leçon à 1000 € est devenue l'erreur la plus coûteuse qu'ils aient jamais faite.